dans cette émission, l'autre journal pour la seconde partie. Nous continuons avec le débat, et c'est Ferdinand qui l'a évoqué tout à l'heure, comme quoi les dirigeants togolais qui vont chercher les étrangers pour venir nous envahir au Togo. Et le dernier en date, c'est la visite du président turc Erdogan Recep Tayyip, qui était à Lomé le mardi de la semaine dernière. Et Ferdinand, quand Erdogan était à Lomé, la dernière fois, tout le quartier de l'aéroport a été bouclé, même les commerces, les boutiques et tout, rien n'a été ouvert. Oui, mais c'est le réflexe des dirigeants autocrates. C'est-à-dire que il n'y a que dans les pays comme les nôtres, peut-être même pas en Turquie, même si Erdogan est un autocrate, qu'on voit des choses comme ça, parce que vous recevez un étranger, vous bloquez le fonctionnement de tout un pays. Ils avaient commencé par mobiliser les étudiants, les groupes folkloriques. Ils avaient besoin de combien de personnes? Ils ont mobilisé même les mairies de sortir les gens pour accueillir Erdogan. Pour faire le haine. Ouais, pour faire ça. C'est parce que ça avait commencé par bourdonner en disant, mais vous avez interdit les rassemblements pour la Covid. Comment se fait-il que vous voulez... Ils ont demandé 500 étudiants. Oui. 500 étudiants vaccinés. Ouais, 500 étudiants vaccinés. 500 étudiants vaccinés, ils ont demandé 500 Ils avaient étudiants commencé vaccinés. par... C'est la veille qu'ils ont désactivé ça. Parce que les gens ont dit, mais ça sera très mal perçu. Je ne sais pas si vous voyez. Après, ils ont fait des panneaux en ville, dans un pays où, dans les hôpitaux, il n'y a même pas de brancard. Ils ont fait des panneaux, photos, Erdogan. Comme on faisait dans les années 70, Mitterrand arrive au Togo, je ne sais pas, Jacques Chirac arrive, on sort les gens. Voilà, des histoires en 2021. Pour quelqu'un qui vient pour quelques heures, je ne sais pas si vous voyez, raconter sa vie. Et on a bloqué la circulation, on a bastonné des gens. Et ça, on ne le dit pas. Les forces de l'ordre ont bastonné les gens sur les abords des rues. Et ça pour faire plaisir à un autocrate qui a des problèmes à s'affirmer dans sa zone là-bas et qui se retourne vers l'Afrique qu'il veut utiliser comme son territoire de repli. Et nous sommes fiers en disant qu'il faut multiplier les partenaires, que nous sommes des pays, il faut qu'on ait plusieurs partenaires, comme si on était une prostituée qui cherchait à avoir plusieurs partenaires. Parce que, oui, c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que les autres pays ne font pas ça pour développer le pays. Dites-moi si le Ghana court autant derrière les pays pour développer le Ghana. Talon, est-ce qu'il court derrière autant de partenaires pour développer les partenaires? Non. S'ils ont 2, 3, 4 partenaires sérieux, ils rationalisent les ressources et puis ils lancent le développement. Voilà. Nous, on a dit oui, que nous sommes un petit pays, mais avec une diplomatie rayonnante. Ça nous apporte quoi? Faisons le bilan. On a fait sommet maritime. Nous sommes d'accord? Lomé-Océan. Lomé, c'est ça? Lomé-Océan. On nous a présenté ça comme l'événement du siècle. On a mobilisé tout le Togo. Plus de 20 milliards ont été investis dans cette affaire-là. On a fait venir les gens ici. Ils ont dansé, ils étaient dans les hôtels. Ils ont pris l'argent, des journalistes, tout, des délégations. On a décoré les ronds-points. 20 milliards. 20 milliards pour sécurité maritime. Sommet. Ça, c'est au bas mot ce qu'ils ont dépensé. Dans un pays où les hôpitaux n'existent pas, au bout du compte, personne n'a signé la charte. Aucun pays n'a signé la charte de la sécurité maritime. Ils ont déjà oublié ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Plus personne ne parle aujourd'hui de sécurité maritime. Et les pirates continuent de sévir sur nos côtes. Et même sur nos côtes, on fait tous les trafics. C'est-à-dire que le boulet du Nigeria, tout ça, c'est sur nos côtes qu'on fait les transvasements. Et on vend le carburant. Ça, c'est un. 2. Sommet Afrique-Israël. On était devenus les chouchous de Netanyahou. Tout le temps, on est chez Netanyahou. On dit, on va faire le sommet. C'est nous qui allons faire. On prend le sommet. On investit de l'argent. On met beaucoup de moyens. On donne des milliards à la société de communication de Richard Attias. Rappelez-vous, nous l'avons publié ça. Oui. On signe des contrats, des milliards. On débloque l'argent. Entre-temps, il y a eu cette histoire de 19 août ou bien combien là, c'est PNP. Patatras. L'histoire du PNP est arrivée. Et puis bon, le sommet Afrique-Israël est tombé à l'eau. Tout l'argent qu'on a mis dedans là, personne ne sait ce que c'est devenu. Résultat, impact sur le Togo, 0. Je ne sais pas si vous voyez. Après maintenant, ils ont fait encore d'autres petits sommets là, des histoires bidons.
On n'a rien vu. Maintenant, on va Sahel. On dit que la sécurité du Togo dépend du Sahel. Pendant que les Sahéliens même ne disent pas grand-chose. Eux-mêmes, ils investissent l'argent qu'ils ont dans le développement. Mais nous, on prend notre argent, on amène les Assimi Goïta ici, leur délégation, jet privé, et tout c'est le Togo qui dépend de l'argent, que nous sommes en train de faire une diplomatie active. Depuis là, on ne voit rien. Tchad, on a amené les rebelles ici pour faire des jours, soi-disant, de négociations. On les a logés ici, on les a nourris. Certainement qu'on leur a encore mis de l'argent dans leur poche. Le Togo les a hébergés ici, qu'on est en train de faire diplomatie active au Sahel. Résultat, zéro. Même le petit Tchadien là, comment il s'appelle? Bébé Idriss Déby là. Bébé Déby là. C'est ça. Il est allé chez certains chefs d'État. Il semble que c'est difficilement qu'il écrit même son propre nom. C'est un Soudan. Non, c'est ce que les confrères. C'est un Soudan. Tu sais, l'armée tchadienne a 600 généraux. La dernière fois, on parlait de la Guinée, on dit on a envoyé 40 généraux à la Russie. Ils ont plus de 600 généraux. C'est-à-dire que c'est plus que les États-Unis, la France et la Russie réunis. Et même la Chine, tu ajoutes même la Chine. Ils ont plus de généraux que tous ces pays réunis. Et tous ces généraux tchadiens sont des frères, des cousins de la famille Déby. C'est-à-dire que tu vas au front, tu fais 2 semaines, tu tires, tu reviens, on te donne grade général. C'est ça les généraux tchadiens. Je ne sais pas si vous voyez. Et le petit Déby là, il s'est promené dans certains pays. Il n'est même pas venu au Togo. Le Togo qui dit qu'il veut prendre le problème tchadien pour en faire son problème personnel. Notre ministre des Affaires étrangères allait là-bas plus de 3 fois. Avec les fonds de notre pays, qu'on veut amener la paix au Tchad. Alors qu'ils ne savent même pas que le monde existe. On est même allé voir, comment il s'appelle, le président de la RDC là, Tshisekedi, pour le demander de nous donner l'onction de une note officielle au nom de l'Union africaine pour qu'on intervienne au Tchad. Il ne nous a pas donné. Les gens ne savent pas ça. Et on est allé dépenser l'argent là-bas. Ça n'a rien donné. Alors que nous avons des besoins dans notre propre pays. On a des écoles sans toit, sans classe. On dépense l'argent pour des histoires comme ça, pour le rayonnement, pour exister. Pour exister et cacher nos propres réalités. Maintenant, comme ça, là, tout ça ne nous a pas suffi maintenant, on est allé chercher Erdogan. C'est-à-dire que on est allé chercher Erdogan. Maintenant, lui, on est allé lui dire que bon, on a un peu d'argent pour acheter des armes. Voilà, on a quoi? Une loi de programmation militaire sur 5 ans. Oui, on a quelques milliards. Un budget de 750 milliards. On ne sait quoi en faire. Oui, lui aussi, il n'a qu'à venir vendre, nous livrer quelques armes et prendre aussi un peu de l'argent. Parce qu'en fait, le Togo représente quoi pour la Turquie? Que Erdogan aille en Angola, qu'il aille au Nigeria, ça s'entend. Mais au Togo, peut-être que c'est nous-mêmes qui sommes allés négocier, sont arrivés ici en lui disant que aussi, viens prendre aussi un peu d'argent dans notre budget. Et lui aussi dit, bon, je vais venir. Et donc, Erdogan, c'est l'un des autocrates qui tient d'une main de fer son pays aujourd'hui, qui a transformé la Turquie en une prison à ciel ouvert où il ne tolère aucune contradiction. Ou soit vous êtes avec lui dans le pays, ou vous n'êtes pas dans le pays, vous tuez. Même nos confrères journalistes, on en a assassiné plein en Turquie. Je ne sais pas si vous voyez. Alors Erdogan, c'est celui qui décide un matin de renvoyer les ambassadeurs parce qu'on lui a demandé de libérer un opposant. Vous voyez la paranoïa? C'est commun à tous les dictateurs. Cette semaine-là, il a des problèmes avec des Russes. Parce que la Russie et comment appelle-t-on, la Syrie ont bombardé une zone contrôlée par les éléments d'Erdogan, mais où ils entretiennent des djihadistes. Les gens oublient que Erdogan est l'un des parrains de l'intégrisme religieux, aux portes de l'Europe et aux portes de l'Asie. Et ce n'est pas un hasard quand le rapport est sorti en disant qu'on fait du blanchiment en Turquie et puis du soutien au terrorisme. Et donc, la tension est montée cette semaine entre la Turquie et la Syrie et la Russie à cause de ces escarmouches-là. Même les talibans sont en train de dénoncer Erdogan. Même les talibans. Je ne sais pas si vous voyez. Même les talibans. Et Erdogan est l'un des chefs d'État qui nie même le génocide arménien.
Il ne veut pas assumer l'histoire de l'Empire ottoman. Il massacre les Kurdes au nom de je ne sais quoi, en les associant à des terroristes. Et c'est notre nouvel ami. Et c'est avec lui que nous voulons faire maintenant du chemin, en disant que la Turquie va investir au Togo, et on signe un accord de coopération militaire, on signe un accord de quoi? De foncier. On dit que oui, qu'on va faire quoi de foncier avec lui. Comme si notre foncier n'est pas déjà éprouvé par les étrangers. Maintenant, à part les Indiens et les Chinois, qui font de l'accaparement de nos petites terres, là, on amène maintenant les Turcs. Oui, on amène maintenant les Turcs. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, cette navigation à vue de notre diplomatie, vous ne comprenez même pas ce qu'ils sont en train de faire. Et qu'est-ce que ça rapporte au pays? Rien. Je viens de vous faire le bilan. Sommet maritime, 20 milliards. On a marché sur le tapis rouge, on a accueilli les chefs d'État, ça a rapporté quoi au Togo? 0. Sommet Afrique-Israël, ça a rapporté quoi au Togo? 0. Et sommet, il y a eu des petits sommets qu'ils ont organisés après, des petits trucs là, ça n'a rien rapporté. Même 3 mois qu'on a pris pour aller rester à Yaoundé ou à Douala, Yaoundé, pour assumer le secrétariat exécutif de la structure qu'on a créée pour s'occuper de la sécurité maritime en Afrique de l'Ouest et centrale. Il en était fatigué, il est revenu à Lomé pour être ministre. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, sur toute la ligne, on n'a rien engrangé dans ça comme bénéfice pour le pays. Mais on continue de dépenser les mêmes ressources que nous avons dans une soi-disant diplomatie active. Et on nous dit que non, que le Togo continue dans la même lignée que Yadema, que nous sommes un pays de négociation de paix. Ça rapporte quoi au Togo? Le Bénin ne fait pas ça, mais ils sont en train de se développer. Le Ghana ne fait pas ça, ils sont en train de se développer. Les Maliens là, auprès de qui nous allons tous les jours pour dire qu'on veut les aider à faire la paix là, ils sont en train de se développer. Je ne sais pas si vous voyez. Ils sont en train de construire des infrastructures. Ils sont en train de réviser les contrats miniers de leur pays. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Les Burkinabés sont en train de se développer, construire des universités, des échangeurs, des routes, des écoles. Et nous, on dépense l'argent que nous voulons les aider à faire la paix. Eux ne savent même pas que nous existons. Tout ça, c'est parce que nous avons un leadership défaillant. Et nous avons des dirigeants qui ne veulent pas régler les problèmes internes. Et ils cachent les difficultés internes dans leur soi-disant diplomatie active pour donner l'impression qu'eux aussi ils existent. Vous savez, quand on était à l'école là, il y avait toujours des tonneaux vides là qui, je ne sais pas, ils n'étaient pas toujours parmi les meilleurs, mais ils avaient toujours cette manie d'attirer l'attention sur leur personne. Je ne sais pas si vous voyez. Ils créaient toujours une situation pour qu'on sache qu'ils existent. C'est ce que le Togo fait aujourd'hui dans le Conseil des Nations. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Non, je vous dis la vérité. Moi je suis sans langue de bois. C'est ce qu'on est en train de faire en dépensant nos mêmes ressources dans des situations qui ne nous apportent rien. C'est ça. Et c'est vraiment lamentable. Et donc cette histoire de Erdogan, c'est la même chose. Mais c'est une bonne chose que on continue de tisser des relations contre nature comme ça. Ce que j'appelle dans l'éditorial de demain, les liaisons dangereuses. Non, mais bon. Je ne sais pas si vous voyez. Aujourd'hui, Erdogan est en conflit avec le monde occidental. Il est en conflit même avec les Russes. Il est en conflit avec les Syriens. Il est en conflit avec les talibans. Mais c'est lui que nous avons trouvé qu'il peut être notre ami. Allons-y. Comme ça, je dis, ouais, allons-y. Et puis on verra. Allons-y. Oui. Joël, Erdogan au Togo, au moins, on a des partenariats économiques. Partenariat économique. La balance commerciale avec la Turquie est déficitaire et comparativement à ce que la Turquie, je crois que si mes souvenirs sont bons, les Turcs ont injecté, enfin, ils ont importé vers nous. Ouais. Et nous on a envoyé là-bas. Oui, exporté vers nous 13 millions de dollars, 13 millions d'euros. Nous, ça fait à peine 5 millions. C'est-à-dire qu'on ne représente pas un enjeu pour la Turquie. Ça se joue sur les chiffres là. Et les chiffres sont clairs. Les ce qu'on a entendu la dernière fois. Et ça, ce sont les institutions internationales. Tout ce qu'on a entendu la dernière fois. Joël, excuse-moi, tout ce qu'on a entendu la dernière fois dans les interviews, c'est qu'on a amené des soi-disant hommes d'affaires musulmans qui nous disent qu'il y a une foire halal qui va se passer à Istanbul. C'est une interview qu'on a écoutée sur les radios. Qu'eux, ils sont des hommes d'affaires musulmans du Togo. Ils ont trouvé que c'est une bonne chose que Erdogan soit là, qu'ils vont aller tous à la foire.
Et ça, on a besoin qu'Erdogan vienne. On a besoin qu'Erdogan vienne. On a besoin qu'Erdogan vienne là. Non. C'est la diplomatie de l'inconfort. C'est la diplomatie de l'inconfort. Cet inconfort qu'on avait avant 2000 et 2020 là, c'est le même inconfort qu'on exprime ici. Parce que on ne peut pas, au même moment, pendant qu'on propose à la France, ok, laissez-nous mener le dialogue au Mali, amener le Koufa, de trucs là, de Massina, etc., à venir discuter avec le pouvoir malien. Aujourd'hui, les Maliens ont pris en main eux-mêmes leur propre dialogue. Ils ont pris leur initiative pour recréer le Mali. Au même moment qu'on propose ça à la France, au sortir de l'Élysée, les Français nous qualifient de variants. La France nous a qualifiés de variants. Et ils ont raison. Nous venons de leur donner l'exemple que nous sommes un variant. Parce que après on est sorti de l'Élysée, on est allé à Ankara. Ankara qui bien avant qu'il n'expulse même les ambassadeurs, il avait déjà traité Merkel de digne héritier d'Hitler. Exactement. C'est ça. Erdogan, le symbole d'Hitler même c'est lui. Oui, effectivement. Dans sa paranoïa. Non, mais il a une gouvernance typique. Moi, je me dis, c'est pourquoi nous avons titré dans notre parution que c'est Faure et Erdogan, ce sont des frères siamois seulement de races différentes. Parce qu'on a l'impression que le temps s'est suspendu. Le temps s'est arrêté dans leur esprit. Erdogan, ce qu'il fait là, il doit savoir qu'il ne peut pas aller loin. Et il est à la tête d'un pays économiquement exempt. Non seulement économiquement exempt, mais tu te mets à dos tout l'Occident. Et même les Russes. Or, tu représentes ça, tu es entre le marteau et l'enclume. Tu représentes un passage obligé pour ces puissances-là. À un moment donné, il te dégage. Il te dégage. Et c'est juste il n'est même pas activiste. Il est de la société civile. Abdullah, celui qui est en prison là, et que les chancelleries ont dénoncé, les pays ont dénoncé. Un homme d'affaires. Un homme d'affaires qui est juste de la société civile, qui appelle à la cohésion, à la réconciliation. Et on demande sa libération. Et puis bon, tu chasses les ambassadeurs. Donc on sent qu'il sait que sa fin peut venir du jour au lendemain. Parce que Fethullah Gulen, qui s'est mis à dos, le gars, il est dans l'antichambre de la Maison Blanche. Il est dans l'antichambre de la Maison Blanche. Et avec tous ces éléments, nous on choisit de rentrer en partenariat. Bon, peut-être nous sommes allés chercher notre gobi. On sait ce que... comme on le dit, les enfants de lui, ils cherchent le gobi. Peut-être nous sommes allés chercher notre gobi. De quel gobi il s'agit, on le sait. Mais, comme Ferdinand dit, il faut qu'on sache que c'est hyper dangereux. Et si c'est un manque qu'on veut combler, le manque c'est de revenir chez soi, faire le bilan, faire le mea culpa, corriger ce qu'on peut corriger. Parce que ce n'est que l'expression de la conscience qu'on a de notre illégitimité qui fait qu'on se pavane comme ça. Tantôt, ok, tu sais, il va me négocier pour moi la Russie. On va faire le sommet. Bientôt, on va accueillir même le sommet sur Russie-Afrique chez nous. Après, on va l'envoyer comme on l'a dit, en Azerbaïdjan. Hein? Et qu'après qu'on aura tout fini, peut-être on va envoyer en Papouasie. Pour aller tisser des relations là-bas. Mais c'est quoi cette fuite constante de la vérité? Parce qu'il y a une vérité qui nous hante. Quand on se comporte comme ça, il y a une vérité profonde qui nous hante et qu'on ne veut pas accepter. Quand tu n'arrives pas à assumer le complexe que tu as au plan national, tu l'extériorises, ce n'est pas la solution. Il vaut mieux que tu t'asseyes, tu te cassassises. Quand je dis que le temps s'est arrêté, quand il y a des mains hier, faisait son show, parce qu'il s'ennuyait. Après 25 ans de pouvoir, bon, il était le doyen de sa sous-région. Comme on l'est aujourd'hui. Oui, comme on l'est aujourd'hui. C'est différent, je dis. Le jeune doyen. Le jeune doyen, oui. Mais il y a des mains avec ses raisons. Et c'est en son temps. Oui. C'est en son temps que Adema faisait ses tournées diplomatiques, il prenait son propre plaisir. Mais tu n'as plus la même exigence vu la dynamique sous-régionale. Vu la dynamique sous-régionale, tu vois la Guinée, où on a dégagé ton ami, qui était le meilleur ami de Erdogan. Et Erdogan n'a même pas sorti un communiqué. Erdogan n'a même pas bougé. Même les Russes même les Chinois condamnés, mais Erdogan n'a même pas sorti un communiqué. Erdogan n'a même pas bougé de l'État. C'est pas son affaire. Tu as ton ami malien, que son propre colonel, ça dit, c'est sa force spéciale qui est venu le déloger.
Et tu te complais à dire non, je veux avoir une carrière internationale. Quand tu vas chez le jeune Tshisekedi et il refuse de te donner le mandat d'agir au nom de l'Union africaine au Tchad. Mais sache que même quand les gens te sourient, quand tu sors, ils ricanent derrière toi. Ils ricanent derrière toi. Et ça, il n'y a pas plus grande insulte. Pour eux, quelqu'un qui se dit vraiment leader, mais le leadership, c'est d'abord savoir se dire la vérité. Hein. Il n'y a pas de leadership quand tu n'arrives pas à t'asseoir pour voir la vérité en face. Construis d'abord ta maison. Ta maison peut être sale et tu vas régler les problèmes des autres ailleurs. Les gens te diront, mais laisse arrêter qui est chez toi là. Et comme si les gens ne savaient pas ce qui se passait dans ton pays. Excuse-moi, comme si les gens ne savaient pas ce qui se passe dans ton pays. Tu vois tout ce qui se passe aujourd'hui quand on va se jeter dans les bras de Erdogan. C'est parce que on est en perte de vitesse ailleurs qu'on va chercher de nouveaux alliés. Oh, c'est clair. Je ne sais pas si vous voyez. Et c'est clair. Je vais vous donner un exemple. Le Togo, dans sa diplomatie, s'est aligné sur l'axe américano-israélien. Quand il y avait Trump et il y avait Netanyahou. Je ne sais pas si vous voyez. Netanyahou était là depuis, mais quand Trump est arrivé, Trump c'est Israël 1000%. Donc, conservateur, comme vous savez, Netanyahou avec tout son truc. Donc, le Togo était avec eux. Israël en a profité pour nous vendre tout ce qu'ils peuvent nous vendre, Pegasus et tout ça. Des millions de dollars sont partis. Avec les sécurocrates qui sont venus à la prison. Voilà. Ils ont pris le poste en passant. Tout le temps, on est en Israël. Tout le temps, on est à Washington. On fait les selfies avec Pompeo, tout ça. On démontre que nous sommes alignés sur la diplomatie américano-israélienne. Et quand les États-Unis ou bien Israël décident de transférer la capitale et que les Américains disent oui, nous sommes le seul pays africain à dire oui, on supporte ça. Entre-temps, Trump s'en va, Netanyahou tombe. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, on perd l'axe américano-israélien. On est un peu perdu. Merkel était notre allié, plus ou moins. Pendant longtemps, elle a fermé les yeux sur toutes nos conneries, tout ça, parce qu'on lui a donné quelques cimenteries et tout ça. Et depuis quelques mois, Merkel est en train de partir. Elle est sur la sortie. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, la France, c'est jeté moi non plus. Bon, ils savent que le régime n'est pas fréquentable, mais tant qu'ils peuvent l'utiliser pour certains barbouzes, missions barbouzes, ils les utilisent. Quitte à vous donner, quitte à vous accorder une audience de 30 minutes après, sur l'Elysée, tout ça là. Bon, c'est pas leur problème. Je ne sais pas si vous voyez. Les Français sont comme ça. On sable le champagne après. Bon, maintenant, comme on est en perte de vitesse dans tous ces pays-là, il faut qu'on se trouve de nouveaux alliés. Et maintenant, c'est Erdogan qui peut faire notre affaire. En tout cas, c'est ce qu'on suppose. Donc, on va se jeter dans les bras d'Erdogan pour résister. Non, c'est à défaut de rien. Oui. À défaut de rien, parce que Erdogan me met sur la sortie. Oui. Oh non, laisse, ça va arriver. Donc, on va se jeter dans les bras d'Erdogan. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai vu une vidéo dans laquelle comment il s'appelle, Alpha Condé parlait avec Vladimir Poutine et disait des choses et dénigrait plus ou moins la France en disant oui, voilà, bon, ils sont avec lui, la France leur parle avec condescendance, Poutine et ceci, oubliant que ce soit Erdogan, que ce soit les Russes, les Turcs, les Français, les Américains, ils n'ont rien à foutre de notre gueule. Eux, c'est les intérêts qu'ils cherchent d'abord. Aujourd'hui, quand les gens me disent chassez les Français, prenez les Russes, mais vous renvoyez je ne sais pas comment on appelle ça, le voleur pour acheter les sorciers. Même si les gens nous disent que non, que le sorcier qui vient mieux que le voleur qu'on renvoie, mais c'est les mêmes personnes. On ne fait que changer de maître. Je ne sais pas si vous voyez, on ne fait que changer de maître. On ne fait que changer de maître. La meilleure lutte, c'est de nous débarrasser de tous ces maîtres-là. Ni russes, ni chinois, ni américains, ni français. Mais il y a des gens aujourd'hui qui ont l'ingénieuse idée de nous faire croire que, en quittant les Français pour aller nous mettre sous les Turcs, c'est qu'on sera bien. Mais à qui ils sont en train de dire des choses comme ça? En fait, Ferdinand, moi je vais aller plus loin. Ils sont conscients. Mais comme je l'ai dit, c'est à défaut du mien, à défaut du rien, ils ont forcément besoin de se compléter à l'extérieur. Parce que la vérité qui les rentre à l'intérieur, ils n'ont pas le courage de lui faire face. Oui, mais le problème, ils n'ont pas le courage d'assumer, de faire face à cette vérité, Joël, le problème, de faire la catharsis, Joël, c'est que... et de se réconcilier avec leur pays. Joël, c'est que le problème n'est pas seulement au niveau des dirigeants qui cherchent des protecteurs. Parce que les dirigeants qui vont chercher ces gens de dictateurs pour en faire des alliés, eux, ils le font pour conserver le pouvoir. Mais les soi-disant activistes ou panafricanistes,
Eux, ils disent, on en a marre de la France, il faut qu'on aille chercher d'autres alliés. Mais c'est un faux paramétrique. Je ne sais pas si vous voyez ça. C'est un faux paramétrique. J'ai eu des débats avec des gens qui sont venus sur notre plateforme dans les commentaires pour nous insulter. Après, j'ai eu certains, on en a discuté. Et ils ont passé tout le temps à me démontrer que, en fait, les Russes, les Chinois, les nouveaux là, les Turcs sont mieux que les Américains, les Français, tout ça. La première question que je leur pose, pourquoi vous êtes aux États-Unis? Pourquoi vous êtes en Europe? Pourquoi vous êtes au Canada? Et pourquoi vous n'êtes pas en Turquie? Pourquoi vous ne partez pas vivre chez Poutine? Pourquoi vous ne jetez pas vos nationalités américaines, françaises, suisses, pour aller vivre en Chine, pour aller vivre chez Erdogan ou pour aller vivre chez Vladimir Poutine? Parce que ça devait commencer par là. Si vous êtes conscients qu'ils sont mieux que là où vous vivez aujourd'hui, c'est d'aller vivre là-bas. Puisque vous estimez que c'est eux qui sont mieux. Quand on est rentré dans ce débat-là, ils ne pouvaient plus avancer. Oui, ils étaient limités. Et ils étaient limités. J'ai dit, mais vous prenez les gens pour des cons ou quoi? Tu tiens un passeport américain. Et quand tu atterris à Lomé, tu brandis ça comme tu es américain, avec toute la protection que tu as. Et tu me dis que c'est Vladimir Poutine qui est mieux. Pourquoi tu ne jettes pas le passeport américain pour aller vivre en Russie? Est-ce que vous savez le nombre d'étudiants africains qui ont été poignardés en Russie pour seulement leur question de peau? Et ça passe comme un fait divers. En Chine, nos mamans qui vont marcher en Chine, allez au grand marché, allez leur poser la question, ce qu'on leur fait subir en Chine quand ils vont marcher en Chine. Personne ne parle de ça. Donc, nous les Noirs, surtout certains Africains, nous avons l'ingéniosité d'être des hypocrites notoires. Ce qui nous profite là, non, on dit non, non. C'est ça nous profite, hein. Nous sommes dans un système qui nous profite, mais nous décrions le système tout en refusant de jeter le profit. Et on dit aux autres, non, c'est pas bon. Moi je dis, si nous voulons nous débarrasser de tous ces blancs-là, quand je dis blanc, c'est entre griffes, hein, de tous ces envahisseurs, c'est qu'on doit se débarrasser de eux tous. Nous ne pouvons pas dire, on quitte les Français pour aller nous mettre sous les Russes, pour aller nous mettre sous les Chinois, pour aller nous mettre sous les Indiens, pour aller nous mettre sous... On va changer de maître. On va changer de maître. Qui sont plus inhumains. Oui. Parce que quand nous parlons de la Turquie, parlons plutôt de l'Empire ottoman. Oui. Qui a fait des dégâts dans l'histoire. Avait même commencé l'esclavagisme bien avant que les Occidentaux. Dans l'histoire. Effectivement. Il y a un Zozo qui m'a envoyé une réflexion d'Erdogan qui dit que la France a colonisé les pays africains, que la France a les autres pays, on les met tachés de sang des Africains et que la Turquie n'en a pas. Et les Ottomans n'en ont pas. Et j'ai pris des bribes d'histoire, je l'ai envoyé. J'ai dit, votre ignorance va vous conduire dans la tombe. L'ignorance tue. Jésus l'a dit. Et que l'Empire ottoman est le premier à faire un génocide avec les Arméniens. Après aujourd'hui, là, ils sont en train de massacrer les Kurdes en les qualifiant de terroristes, alors que ces gens nous demandent une autonomie. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, il y a tellement de passion dans ce débat que parfois on passe à côté de l'essentiel. Et donc moi, en tant qu'Africain, je ne veux pas quitter la France. Si je quitte la France demain, ce n'est pas pour aller me mettre sous les Chinois ou sous les Turcs. Je vais être libre, sans aucun maître. Je ne sais pas si vous voyez. Prendre mon destin en main et développer mon pays. Les Chinois ou les Turcs là, quand eux aussi ils quittaient, je ne sais pas, ceux sur qui ils étaient avant, ils ne sont pas allés se mettre sous d'autres maîtres. Donc nous devons faire le débat de manière à faire comprendre aux Africains que, et partant à notre propre peuple, que ce que nous sommes en train de faire avec les Turcs là, ça ne nous apportera rien. Les Turcs, il semble qu'ils vont faire des projets de logements sociaux, tout ça. Vous vous rappelez des 1 000 milliards de l'Arabie Saoudite en 2012 pour faire l'autoroute Lomé-Dapaon. Vous avez vu l'argent? Vous avez vu l'argent? Depuis 2012, hein, on a été dans un sommet en Arabie Saoudite. À la BID. On nous a annoncé 1 000 milliards pour faire une autoroute. Il n'y a même pas un début d'autoroute à Lomé. Nous sommes d'accord? Après, on est allé chez le Qatar. On a dit qu'on va débloquer de l'argent. La dernière fois, on est retourné en Arabie Saoudite pour dire que non, il y a les opportunités au port de Lomé. Donc, on va vendre maintenant le reste du port. S'il y a encore des départements à vendre, là, on va les vendre aux Saoudiens. Nous sommes... le gangster, il ne faut jamais le prendre comme un fou. Hein. Le gangster n'est pas un fou. C'est qui le gangster? Nous sommes dans une gouvernance de gangstérisme. Nous sommes dans une gouvernance de gangstérisme. Nous sommes dans une gouvernance de gangstérisme.
et de diversion. Nous sommes d'accord, hein. Nous sommes d'accord pour dire que le monde occidental, c'est-à-dire que France, États-Unis, tout ce que vous savez là, ont créé d'énormes problèmes en Afrique et continuent d'en créer. Mais ce n'est pas quittant sous leur emprise pour aller nous mettre sous les Chinois et les Russes qu'on va régler le problème. Non, mais puisque ce ne sont pas nos frères. Oui. Si. Ce ne sont pas nos frères. Les nations n'ont que des intérêts. C'est tout. Mais l'adage dit, entre le diable que tu connais et l'ange qu'on t'a promis, reste plutôt avec le diable que tu connais. On nous dit que... Parce que l'ange peut être un grand loup vêtu de peau d'agneau. Et très souvent, c'est toujours comme ça. Parce qu'aujourd'hui, on nous sert des trucs avec des mots gagnant-gagnant. Vous qui n'arrivez même pas à fabriquer un vélo là, vous allez faire quelle coopération gagnant-gagnant avec la Turquie? Gagnant-gagnant. Il faut qu'on soit sérieux. Non, mais déjà, on nous dit, comme je l'ai dit au début, la balance commerciale est foncièrement déficitaire à notre faveur. Quand on nous dit que, excusez-nous, quand on nous dit que nous voulons faire une coopération gagnant-gagnant avec la Chine là, nous avons quelle capacité d'imposer quoi à la Chine? Conséquence, aujourd'hui, dans plusieurs pays africains qui sont endettés auprès de la Chine et qui sont incapables de rembourser leurs dettes, la Chine est en train de saisir leur port. Ouais. Je ne sais pas si vous voyez. C'est quoi de gagnant-gagnant on fait avec ces gens-là? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le problème, c'est de nous organiser dans nos pays et de travailler. Nous avons besoin de dirigeants qui incarnent un leadership africain. Comme on en avait autant d'Nkrumah, des juristes Nyerere et de tout ce qu'on a connu comme des dirigeants aux premières heures de l'indépendance qui étaient des dirigeants visionnaires, qui ont tracé une voie pour l'Afrique. Je ne sais pas si vous voyez. Aujourd'hui, on a des chefs d'État qui sont comme des gestionnaires de comptoir, hein, pour le compte des puissances étrangères. Et dès qu'un chef de ces puissances étrangères arrive chez nous, on nous ferme tous dans nos chambres, on barricade les routes, on nous dit oui, le colon est là, vous n'avez pas le droit de sortir. Soit vous sortez pour l'applaudir, ou vous ne sortez pas. C'est pourquoi je dis le temps s'est suspendu dans l'esprit de ces gens-là. Je ne sais pas si vous voyez. Le temps s'est arrêté. Parce qu'ils raisonnent, ils tiennent encore. Quand nous sommes au 21e siècle, on a changé de siècle. Hein. Mais toi, tu tiens un raisonnement du 19e, même du 20e, tu es déjà en retard. Parce que c'est du temps dernièrement qu'on faisait le haie, ce que tu as dit là. On nous sortait dans les écoles pour l'applaudir. Ça veut dire que le régime là, si ils ont un peu d'espace, ils ont même eu à faire ça dans leur fief là-bas. S'ils ont un peu de temps, on va reprendre les animations. Les groupes folkloriques, les noms de groupes, les animations. Les trois là, dans les écoles, tout ça. Les animations qu'on faisait là, on est capable de le faire. Mais ça, à un moment donné, il faut reconnaître. Quand ton esprit ne voulait pas reconnaître que tu es dangereux, tu es dangereux. Ferdinand parlait tantôt de la vision de Nkrumah. Moi, je crois qu'avant d'avoir une vision, il faut avoir un charisme. Quand tu as un esprit de rapacité, parce que l'homme, il faut le prendre dans toute dimension. Quand tu prends un homme, quand Gbagbo le dit, moi j'aime souvent ce qu'il a dit, tu cherches cette race et tu le retrouves. Quand tu as un esprit de rapacité, tu ne peux jamais avoir de vision. Parce que tu n'es que capteur. Tu captes les occasions. Et en cela, ces dirigeants-là qui ne veulent pas affirmer le panafricanisme, c'est ce qu'ils sont. Parce que des gens, quand tu vois, même s'ils étaient des opposants, ils ont fait carré dans l'opposition, c'était des passagers clandestins, comme des opportunistes qui étaient là. Le pouvoir s'est pointé et ils l'ont capté, comme Condé là. Lui, il va avoir quel panafricanisme? Il n'était qu'opportuniste et sa vision n'était que le fauteuil guinéen. Rien pour l'Afrique. Aucune vision pour l'Afrique. Il a continué à nous noyer ici. Il est venu. Quand il a voulu s'externaliser, c'est pour venir noyer, pour servir lui sa cause. Sa cause. Et on présente ces gens-là comme des panafricanistes. Et tous ces chefs d'État-là, vous voyez même l'Ivoirien, il a quelle vision panafricaniste? Il était là, quand il cherchait le fauteuil ne l'est pas arrivé, il a envoyé les rebelles. Finalement, quand on a eu le fauteuil, c'est pour écarter ceux qui l'ont. Au lieu de créer quelque chose de grand pour réconcilier les Ivoiriens, créer d'abord une grande nation et chercher comment créer un modèle du genre la Fédération du Mali que les Modibo Keïta avaient voulu créer. Et donc, comme Gbagbo le dit, le panafricanisme, c'est une question de charisme
et de carrure, et de vision inclusive qui va au-delà de ta personne. Nous allons auprès de ces puissances en tant que petit État. 56 600 km², c'est ça? 56 600 km² pour aller discuter avec une puissance, c'est-à-dire celui qui est une mastodonte. Et quand on parle même de panafricanisme, vous voyez la dernière fois j'apprenais que l'Inde est à son 15e anniversaire de l'indépendance. Nos nations sont à leur 61e anniversaire d'indépendance. L'Inde s'est libérée des Anglais et est devenue aujourd'hui une puissance. Nous, on est où? Parce que l'Inde a une identité. Les Indiens sont donnés une identité. Aujourd'hui, nous, on ne peut plus s'affirmer en termes de langue. C'est-à-dire, on ne peut pas aujourd'hui parler d'une langue togolaise qu'on va externaliser. Mais pourquoi est-ce qu'on ne réfléchit pas à une langue sous-régionale? On avait tenté le cas du Haoussa, qui était facile à parler. Où est-ce que c'est arrêté? Où est-ce qu'on l'a laissé? Il n'y a pas de vision macro. Parce que quand vous n'êtes pas grand, vous ne pouvez pas. C'est deux choses lourdes qui s'affrontent. Les États-Unis, c'est 51 États. Oh, 51 États. L'Afrique, c'est 51 États. Au lieu de, ne serait-ce que notre union sous-régionale là, limiter les mandats, respecter les agrégats macroéconomiques que, par exemple, l'UEMOA s'est prescrit, ce que la CEDEAO s'est prescrit, au moins réussir cette solidité sous-régionale pour aller vers une fédération. On soit de cette fédération maintenant, on va voir, ok, avec les Maghrébins, si on peut faire quelque chose ensemble, enfin ceux qui sont aussi disciplinés, on fait quelque chose ensemble et on est plus solide pour faire face à l'Europe. On préfère chercher à solidifier nos fauteuils, nos petits fauteuils. Vous verrez très bien que quand Erdogan est arrivé ici, tout le discours c'est que la Turquie va aider à lutter contre le terrorisme au Sahel. Et pourtant, Erdogan même est l'incarnation même de l'intégrisme religieux, en transformant même des églises. Il est un vecteur du terrorisme. En transformant des églises de l'ancien temps même en mosquée. En mosquée. Et en restreignant les droits des femmes et tout ça. Alors, c'est-à-dire que quand vous écoutez certains Africains, vous posez la question de savoir de qui se moque-t-on. Nous sommes dans un espace, par exemple, de la CEDEAO. Je ne sais pas si vous voyez, comme Joël vient de le décrire tout à l'heure. Sur le plan, c'est pour ça que je parlais de manque de leadership. On ne peut pas venir valablement nous dire, nous les Africains, que dans l'espace CEDEAO, il y a quelques bandits barbus avec des tapettes et des fusils qui sont en train de désorganiser 2 ou 3 États et que la CEDEAO ne peut pas aller faire une réunion pour mutualiser les armées, dégager une armée de la CEDEAO pour aller combattre ces djihadistes dans ces zones-là. La CEDEAO, c'est minimum plus de 300 millions d'habitants. Je ne sais pas si je me trompe. Plus de 300 millions d'habitants. 350 millions d'habitants. Le Nigeria seul peut lever 1 million de militaires. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand on ajoute le Ghana, le Togo, tout ça, on forme une force en attente de lutte contre le terrorisme dans l'espace CEDEAO. À partir de cet instant-là, on n'a plus besoin de la force des Nations Unies, on n'a plus besoin de Français, on n'a plus besoin d'Américains, on n'a plus besoin de rien. Si nous avons besoin de ces puissances-là, c'est peut-être sur la logistique et le renseignement. Et nous déployons ces militaires-là au front. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Nos militaires sont dans les casernes. Ils font quoi? On mutualise nos forces de renseignement. Oui, les militaires font quoi dans les casernes? Renseignement. Les militaires font quoi dans les casernes? Dans les champs des officiers. Ils jouent les SIPA. Moi, je suis allé au Nigeria, j'ai rencontré Goodluck Jonathan. J'ai échangé avec lui. Je lui ai posé la question de savoir pourquoi le grand Nigeria que nous connaissons, avec toute l'armée nigériane, il n'arrive pas à bout de ces bandits de Boko Haram. Il m'a dit 2 ou 3 choses. Vous comprendrez que c'est tout complexe, cette histoire-là. Vous comprendrez que les Africains sont eux-mêmes responsables de leurs propres problèmes. Et il n'y a pas d'armée plus corrompue que l'armée nigériane. C'est eux-mêmes qui vendent en grande partie les armes aux djihadistes. Et aujourd'hui au Nigeria, il y a une forme de criminalité qui s'est développée entre les bandits et en complicité avec les militaires. C'est l'enlèvement des élèves et des filles et la demande de rançon. C'est ce que j'allais dire. Et on nous dit que c'est... Et on nous fait croire que c'est le djihadisme qui fait ça. C'est faux. Je ne sais pas si vous voyez. C'est faux. C'est une criminalité comme on trouve dans les pays, Colombie, tout ça. Il y a des réseaux de criminalité, la mafia, pour gagner de l'argent. L'État est totalement en faillite. Donc, quand le Nigeria est dans cet état-là, c'est quoi? C'est un manque de leadership. Quand la CEDEAO n'est pas capable d'aller dans une réunion pour décider de prendre des mesures fortes, au lieu de dire le Mali a fait coup d'État, on va les sanctionner, le Nigeria a fait coup d'État, on va les sanctionner, la Guinée a fait coup d'État, on va les sanctionner, on va les exclure. Alors que le problème auquel ils sont confrontés,
Si on avait vraiment des chefs d'État visionnaires, on s'assoit, comme on avait fait, on avait expérimenté au temps de l'Ecomog, en levant des troupes. C'est ce que j'allais pour dire. battre les rébellions. L'Ecomog l'a réussi en Sierra Leone. Voilà. L'a réussi au Libéria, dans la région Libéria. Voilà. Et donc, comment est-ce que l'Ecomog avait réussi? Et ici, contre les djihadistes, on ne fait pas. La société est devenue une institution de condamnation. Voilà. Et donc, normalement. Pas une institution de réflexion pour résoudre les problèmes. Hein. Normalement, la pression que nous devons faire, c'est d'amener nos dirigeants à aller dans ce sens-là. Et dès qu'on aura une force de la CEDEAO, aujourd'hui, pour la sécurité de nos pays, il n'y a plus besoin d'avoir des forces françaises. On n'a plus besoin d'avoir des Américains ou des Turcs. Aujourd'hui, on vient faire quoi que le Togo veut signer des accords avec la Turquie parce qu'on a besoin de la coopération militaire avec les Turcs pour combattre les djihadistes. Ce qui est un faux problème. Ce qui est une fausse piste. Parce que la vraie piste, c'est de trouver des solutions endogènes à nos problèmes. Quand je prends le Burkina Faso, je prends le Niger, je prends le Mali, comment ces territoires sont et qu'on ne peut pas déverser là-bas des militaires pour raser tous ces gens-là. Si on a la volonté, on va y arriver. Mais c'est parce que les enclos qu'on a hérités de la colonisation, chacun est fier, comme je le disais tantôt, de diriger ses comptoirs pour le bien du blanc. Les chefs de comptoir. Voilà, chef de comptoir, alors que tu ne pèses rien. Bon, toi, si tu es président, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je suis président, même si je ne suis pas un président, un grand président, je suis quand même président. Donc, on est fier de diriger ces comptoirs-là, au point que on ne peut pas voir plus loin que le bout de territoire que la colonisation nous a arbitrairement légué. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Le Togo, le Ghana, le Bénin, il y a des peuples qui parlent les mêmes langues. Et c'est des pays où on n'ira jamais dans une guerre pour quoi que ce soit. Je ne sais pas si vous voyez. Comment ces pays-là ne peuvent pas mutualiser leurs forces pour régler un certain nombre de problèmes. Si nous sommes capables d'acheter de l'électricité au Ghana, si nous sommes capables de prendre de l'électricité au Ghana pour alimenter le Togo, le Bénin, si nous sommes capables de prendre de l'électricité au Nigeria, ça veut dire que dans notre tête, il y a déjà une mutualisation. Pourquoi on ne va pas sur le plan militaire pour mettre les troupes ensemble et aller combattre les djihadistes? Pendant que nous avons les mêmes fleuves en partage. Ouais, nous avons les mêmes fleuves en partage. Le fleuve Niger a ses affluents, comme le Volta, que nous captons avec le Ghana. Si aujourd'hui on est en train de mettre en place un projet d'hydraulique d'adduction d'eau avec le Ghana sur le Volta, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aller au-delà de ça et faire des choses en macro, plutôt qu'à défaut de chef de comptoir, on joue plutôt au contre-maître, au nègre de salon, à qui on demande, le blanc demande, flagelle tes frères. On prend plaisir à les flageoler jusqu'au sang. Et le blanc nous donne sa petite veste. Un peu comme nous, on a passé... Bon, je ne vais pas dire quelque chose, on parle de... Parce que vous le veuillez ou pas, que ce soit au Nigeria, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina ou au Niger, le problème existe. Le problème existe. Si nous demandons aux forces que nous appelons les forces d'occupation de partir et que nous n'avons pas des forces pour les remplacer, le problème ne sera pas réglé. D'où ceux qui disent il faut que les forces étrangères quittent. Ils ont raison de le dire. Il faut que ces gens-là fassent la pression sur nos autorités pour qu'on ait des forces en attente pour les remplacer. Les histoires de forces des Nations Unies, là, ça c'est le business. Il a dit que tout le monde veut aller là-bas et gagner un peu d'argent pour venir construire une maison. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, on a besoin d'aller plus loin que ce que nous sommes en train de faire actuellement. Sinon, on ne va jamais s'en sortir. Vous avez vu au Nigeria, comment le chef d'état-major est décédé dans l'accident d'avion. On vous dira que c'est un attentat. On ne vous dira jamais ce qui s'est passé, mais c'est parce que lui, il a commencé par mettre de l'ordre dans un certain nombre de choses par rapport à ce qui se passait au fond. Parce que les gens vendaient du carburant, les gens vendaient les armes, les gens vendaient des munitions aux djihadistes. Ferdinand, la Centrafrique nous a montré que cette solution de force tampon, force onusienne, etc., ce n'est pas. En fait, c'est une partie du problème. Quand on représente ça comme une solution, c'est une partie du problème. Parce que ça s'appelait comment la force, la MINUSCA. La MINUSCA. La MINUSCA était là depuis 5-7 ans avant que Touadéra arrive. Et en 1 an, 2 ans, Touadéra a fait presque le double de ce que la MINUSCA devait faire. On violait les champs, on faisait des bêtises, etc. Les rebelles circulaient, allaient, venaient, ils baraudaient à volonté. Quand Touadéra a choisi de trouver des solutions endogènes. Comment se fait-il que le Rwanda envoie des troupes en Mozambique
pour nettoyer toute la zone où les djihadistes ont pointé leur nez. Et en un mois, ils ont stabilisé la zone sans intervention étrangère. En tant que chez nous ici, le Nigeria, moi je dis le Nigeria, si le leadership du Nigeria n'était pas défaillant, avec des présidents brimbalants, corrompus, qui n'ont aucun projet pour leur pays à part voler de l'argent, le Nigeria seul peut nous aider à régler un certain nombre de problèmes en Afrique de l'Ouest. Vous ajoutez le Ghana, et après quelques pays francophones comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, on va régler les problèmes de djihadisme. En fait, le problème du Nigeria est et a toujours été son armée. Le problème du Nigeria, c'est le Nigeria qui a le plus enregistré de coups d'État de généraux. Tous les trafiquants de carburant. 15 coups d'État. Tous les trafiquants de carburant au Nigeria sont des généraux. Sont des généraux. C'est ça qui 15 coups d'État. 15 coups d'État militaires. Celui-ci, quand ce tel général, il arrive à lever une petite troupe, on dégage l'autre, et celui-ci vient, on dégage à un moment donné, jusqu'à ce qu'on ramène au Obasanjo, qui a assaini un peu. Et puis, bon, maintenant, en fait, on n'a fait que déplacer. Il ne peut plus avoir accès au fauteuil présidentiel, mais ils ont toujours le goût du business. Comme c'est des businessmen légendaires. Donc, on a transposé le problème en terrorisme. On alimente Boko Haram. On fait enlever les filles, on organise la rançon, etc. Donc, le problème du Nigeria, c'est son armée. Ça n'a toujours été que son armée. Et donc, une fois qu'on règle le problème là-bas, on va régler d'abord. Parce que quand le Nigeria n'arrive pas à régler le problème de Boko Haram, comment ils vont venir nettoyer les zones terroristes dans les autres pays? Puisqu'il y a aujourd'hui des connexions entre Boko Haram et AQMI. Exactement. Et Amadou Chako, il a fait allégeance à AQMI. Donc, c'est un serpent qui est là, il devient une anaconda, qui tourne dans la sous-région. Et la CEDEAO, son rôle serait de s'asseoir pour vraiment régler. Il faut reformer le CEDEAO là. Il faut revenir cette CEDEAO. Or, la CEDEAO vient de perdre le pied. C'est le Ghana qui était un peu stable, mais l'autre qui est arrivé là, il est devenu un problème. La CEDEAO, c'est devenu merde. Il est devenu un problème pour le Ghana. Maintenant, il y a des problèmes à l'intérieur de la CEDEAO. Aujourd'hui, le Mali vient d'expulser le représentant de la CEDEAO. Ils annoncent qu'ils vont sortir même de la CEDEAO. Voilà. Bon, il semble que la Côte d'Ivoire menace de leur couper le courant. Vous savez que le Mali, en grande partie, prend son électricité de la Côte d'Ivoire. Et donc, je pense que ça aussi, ce n'est pas les solutions qu'il faut. Il faut préserver l'entité régionale, mais il faut la réformer. Il faut dégager les brebis galeuses qui l'empêchent de fonctionner. Et avoir des dirigeants de vision pour vraiment orienter la CEDEAO vers la menace qui pèse sur toute la région, à savoir la démocratie, tous ceux qui me remettent en cause les questions démocratiques, et la stabilité des pays. Et ça passe par la levée d'une armée régionale pour aller au front. Moi je dis, nous avons des militaires dans nos pays. À quoi sert d'avoir plein de militaires dans les casernes qui sont devenus un poids économique pour le pays? Un poids économique pour le pays. Et au Togo, on ne fait qu'en recruter. Et nous avons des militaires dans les casernes, dans tous les pays. Ils sont devenus un poids économique pour les pays. Mais nous avons des menaces sur l'espace commun sur lequel nous vivons, et nous ne pouvons pas déployer les militaires pour neutraliser les bandits qui sont en train de remettre en cause la laïcité, le vivre ensemble, et ils sont en train de faire du désordre, alors que les militaires sont dans les casernes en train de jouer les cartes et tout ça, tout ce que vous pouvez imaginer. Ils sont là, ils font les corvées pour le patron, et quand il y a une manifestation, il y a une manifestation politique dans le pays, on les sort pour tabasser leurs frères. Pour s'occuper. Oui, pour s'occuper des gens. Pour faire un peu d'exercice. Oui, pour faire un peu d'exercice. C'est pas normal. Donc ça, on ne peut le faire qu'en ayant des dirigeants visionnaires. Mais aujourd'hui, la plupart des dirigeants que nous avons dans l'espace CEDEAO, c'est ceux qui veulent s'accrocher à leur fauteuil et qui utilisent l'armée à des fins de conservation de pouvoir. À partir de ce moment-là, il n'y a pas de vision. Et donc, la CEDEAO est devenue le syndicat des chefs d'État. Voilà. Avec Ouattara qui le considère comme sa chose. Oui, messieurs, nous allons quitter ce sujet.